Dans cette vidéo, on va parler d'autres mycoses qui sont les fusarios. Pour le support que j'ai pris, c'est le cours officiel du prof, donc vous allez le trouver dans le drive. Donc ces fusarios sont des mycoses provoquées par des moisissures du genre Fusarium. Ce sont des hyaloïfomycètes phytopathogènes contaminants de l'environnement. Hyaloïfomycètes, c'est-à-dire que leur mycélium il est hyalin et septé. Donc on dit hyaloïfomycètes. Phytopathogènes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'infecter les végétaux et les plantes en général. Après, on nous dit que le fusarium est connu de longue date pour son rôle pathogène dans les infections superficielles. Donc, il y en a des mycoses superficielles, cutanées, des infections fil à peau, kératite, c'est la couche cornée de l'œil, et onyxis, c'est-à-dire Itushina, les ongles. Cependant, il fait aujourd'hui également partie de ces pathologies fongiques émergentes responsables d'infections invasives opportunistes engageant le pronostic vital des patients immunodéprimés. Donc, il est dangereux pour les immunodéprimés, c'est normal. Pour la classification, on a les fusariums, ils appartiennent à la famille des hyaloïfomycètes, qu'on appelle aussi Moniliaceae, l'ordre des moniliales, la classe des hyphomycètes, phylum des Deuteriomycotina et le royaume ou le règne des fongies. Le genre Fusarium comprendrait environ 200 espèces phylogénétiques réparties dans 10 complexes d'espèces, c'est-à-dire on a 200 espèces qui sont réparties en 10 groupes. Après chaque groupe présente un complexe et ils vont attaquer. Il y a des mycoses. Les fusariums sont des champignons telluriques, cosmopolites, phytopathogènes, qu'on les retrouve dans le sol. Ils sont telluriques, c'est-à-dire on les retrouve le sol principalement, et les plantes, la tomate, blé, soja, maïs, etc. Certaines espèces sont productrices de toxines qui sont pathogènes pour l'homme. Donc, certaines espèces, tu as le fusarium et des toxines qui sont toxiques pour l'homme. L'affinité de fusarium pour les milieux humides a été plusieurs fois rapportée. Donc, ils adorent être les milieux humides, l'eau, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, les piscines, l'humidité et tout. L'hypothèse d'une contamination hydrique doit être prise en compte, notamment dans les contextes hospitaliers hébergeant des patients immunodéprimés. Donc, oui, un milieu humide, un immunodéprimé, c'est très dangereux. Il faut penser à ce champignon. La physiopathologie, premièrement, on va parler des facteurs liés aux champignons, puis des facteurs liés à l'hôte. Pour les facteurs liés aux champignons, on a dit qu'il peut produire des toxines. On parle de mycotoxines, qu'on appelle les myélotoxines, qui sont responsables d'aleucies toxiques alimentaires. C'est quoi l'aleucie toxique alimentaire? C'est-à-dire, le champignon, il s'est retrouvé le blé ou quoi que ce soit. On va dire avec le blé, la farine et tout. Après, avec la farine, quelqu'un l'a consommé. Donc, la personne, elle va avoir une intoxication. Du coup, on parle d'aleucie toxique alimentaire. Qu'on appelle les toxines, c'est la fumonisine B1. Voilà, la fumonisine B1 qui intervient dans la survenue de cancer de l'œsophage. Donc, c'est très dangereux. C'est-à-dire que la personne, il a un cancer de l'œsophage. Les pouvoirs angio-invasifs qui sont associés à la capacité de produire des spores in vivo. C'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir angio-invasif, donc ils peuvent produire des spores in vivo. La thermotolérance et la capacité de produire du biofilm en présence de matériaux étrangers tels que les lentilles oculaires ou les cathéters. Donc pour les personnes, les lentilles de contact ou bien les patients les cathéters et tout, il faut faire attention.
une virulence plus marquée pour Fusarium solani. Donc là, c'est le plus dangereux. Les facteurs liés à l'hôte, les fusariums sont des agents opportunistes, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils font pas de mal. Mais en cas de dysfonctionnement ou immunodépression, ils vont attaquer. Et les facteurs de l'hôte sont essentiels dans la survenue de l'infection, c'est-à-dire les facteurs de l'hôte qui nous favorisant une immunodépression, le taux de lymphocytes habat, etc. ils vont attaquer. Ou le patient, les facteurs de l'hôte, c'est-à-dire qu'un immunocompétent et tout, il a une bonne santé, ils vont pas l'attaquer. Pour les facteurs locaux, on a un traumatisme, herpès, et pour les personnes sous les lentilles, on a une altération des défenses locales par des ulcérations préexistantes. Après, pour les kératites, c'est-à-dire l'inflammation de la cornée, à l'œil. Donc, on va remarquer une baisse de la sécrétion et la concentration en IgA des larves. Voilà. Après, on a une dystrophie ou traumatisme locaux de la tablette inguinale en cas d'onychomycose. Et pour les atteintes cutanées, on a des brûlures étendues. Pour les facteurs généraux, on va parler de neutropénie profonde et prolongée, une corticothérapie à forte dose et de déficit immunitaire en cellules T. C'est-à-dire que les patients qui ont une neutropénie profonde et prolongée, ils sont en corticothérapie et ont un déficit immunitaire, ils vont les attaquer directement. Pour la clinique, premièrement, on va voir les infections localisées. On a les onyxis, les kératites et les ophtalmies. On a les infections cutanées localisées. Après, il y a les infections invasives opportunistes. Donc, premièrement, on va parler des infections localisées. Pour les onyxis, le complexe Fusarium solani est considéré comme agent étiologique le plus prédominant de lésions inguinales par plusieurs études. Donc, c'est le plus important. L'hypodina, les onyxis. La notion de marche pieds nus en sandales ou la fréquentation de piscines extérieures est souvent rapportée comme possibilité de cette infection. Donc, si le patient ou la piscine ou là il a marché pieds nus, etc. On a différentes formes cliniques qui sont décrites. Des infections sous-inguinales latérodistales touchant principalement le gros orteil. C'est latérodistal, le gros orteil, le pied, en bas, il est très loin, donc c'est distal. On va parler de infection sous-inguinale latérodistale. Voilà. Après, on a une onychomycose sous-inguinale proximale associée à une paronychie aiguë ou sous-aiguë qui peut orienter vers l'origine fusarienne. Voici la photo d'une paronychie, c'est-à-dire paronychie, c'est une inflammation de la périphérie de l'angle. On a sur cette photo un onyxis avec une paronychie. Je sais que c'est pas beau à voir, mais c'est comme ça. Contrairement aux atteintes dermatophytiques, l'évolution semble plus rapide. Donc, c'est plus rapide qu'en cas de dermatophysie. Il est important de souligner le rôle des onychomycoses à fusarium comme point de départ de dissémination en cas d'immunodépression. C'est-à-dire quand on a un patient immunodéprimé, je vois un dos onychomycose avec paronychie, on va penser à ce champignon parce que si on ne va pas traiter, ça va s'aggraver. Face aux kératites et aux ophtalmies, ce fusarium est le plus incriminé dans les kératites fongiques qui surviennent essentiellement chez les hommes jeunes, agriculteurs ou travailleurs à l'extérieur en zone tropicale et subtropicale. Pourquoi? Déjà, la c'est des agriculteurs qui travaillent dans les forêts. Donc, ils ont tendance à avoir contact avec les végétaux et tout. Et on a dit que ces champignons y attaquaient les végétaux, donc y attaquaient aussi. En dehors d'une inoculation suite à un traumatisme par piqûre végétale ou de la poussière,
il faut souligner l'importance du port de lentilles hydrophiles comme facteur de risque. Donc pour les facteurs de risque, on a les lentilles hydrophiles. Ces lentilles hydrophiles, c'est-à-dire les personnes qui ont les lentilles de contact, ils ont les lentilles. Ou quand on parle des lentilles hydrophiles, elles ont un caractère, c'est-à-dire qu'elles sont tout le temps mouillées. Donc l'œil, il est obligé de produire beaucoup de larmes, donc c'est tout le temps mouillé. Et ce champignon, l'humidité est un facteur favorable pour sa multiplication. Ensuite, les signes cliniques sont peu évocateurs. L'œil est rouge, il fait mal, on a des larmoiements, on a une photophobie. Photophobie, c'est-à-dire que cette personne ne va plus supporter les rayons de soleil ou là quelque chose, donc les entrades de l'obscurité. On a un blépharospasme. Blépharospasme, c'est-à-dire que les muscles autour de l'œil ils vont présenter un spasme. On a une baisse de l'acuité visuelle. Le diagnostic doit être évoqué devant toute ulcération lentement progressive, car la progression vers l'endophtalmie qui peut nécessiter l'énucléation du globe oculaire. Donc c'est très dangereux, il faut faire attention. Ensuite, on a les infections cutanées localisées. Les atteintes cutanées résultent d'une inoculation directe par traumatisme ou bien brûlure ou d'une dissémination hématogène lors d'une immunodépression sévère. Les lésions sont très polymorphes, néanmoins on a 3 types prédominants. On a les nodules érythémateux sous-cutanés, ça se présente sous forme de nodules érythémateux sous-cutanés, de macules érythémateuses qui font mal, c'est douloureux, et les papules avec nécrose centrale progressive. Et on a d'autres atteintes qui peuvent être décrites, par exemple des mycétomes en zone tropicale, des sinusites et des arthrites. Ensuite, on va parler des infections invasives opportunistes. On a fini avec les infections localisées, maintenant on passe aux infections invasives opportunistes. Premièrement, tout d'abord, on nous dit que ces infections surviennent chez les patients atteints d'hémopathie traitée par chimiothérapie cytotoxique agressive avec ou sans greffe de moelle. C'est-à-dire que les patients ont déjà une hémopathie ou ils traitent ou la chimiothérapie cytotoxique agressive. Donc, imaginez leur immunité très basse. À moindre fréquence, en cas de brûlure extensive, tumeurs solides et les transplantés d'organes. Donc vous voyez, y attaquer aurait les patients vraiment très faibles. Cliniquement, il s'agit d'un tableau septique résistant à une antibiothérapie large. Même des antibiothérapie, ça va résister. L'association avec des lésions cutanées est retrouvée dans 70% à 90% des cas, ce qui différencie les fusarioses des aspergilloses invasives. Pourquoi on nous dit ça? Parce que les aspergilloses et les fusarioses, ça se ressemble. Sauf que chez les fusarioses, quand on a une fusariose, on va dire 70% des cas, on trouvera des lésions cutanées. Contrairement aux aspergilloses, nous aurons des atteintes pulmonaires et tout, qui marchent le cours. Suivi par les localisations pulmonaires de 25 à 40% des cas. D'accord. Les fusarioses disséminées se distinguent des aspergilloses aussi par la positivité des hémocultures. Donc, chez les qui ont fusariose, nous hémoculture, ça sera positif dans 25 à 40% des cas. On va parler d'autres infections. On a des allergies et des formes toxiniques. Donc, ce fusarium a été reconnu dans les sinusites allergiques fongiques. On a vu ça tout à l'heure, ainsi que dans des pneumonies, bronchopneumonies allergiques. Les formes toxiniques, on va parler des mycotoxines myélotoxiques qui conduisent à un syndrome d'aplasie souvent mortel. On parle d'aleucie toxique alimentaire. Après, pour le diagnostic, premièrement, on a l'interrogatoire.
On doit poser des questions à notre patient, les notions de traumatisme par végétal, le port de lentilles, marche pieds nus, traitement immunosuppresseur, etc. Pour le prélèvement, ça se fait selon le site de l'infection. On peut faire un grattage cornéen, la cornée, le canal, une kératite, l'humeur aqueuse, puis on va faire une biopsie de la cornée, prélèvement cutané, les squames inguinales si ça touche les ongles en cas de nexus et hémoculture dans les formes invasives. Pour l'examen direct, ça ne permet pas de faire la différence entre le filament d'Aspergillus et celui qu'a le fusarium parce qu'ils se ressemblent vraiment. Ces derniers sont hyalins et septés mais irréguliers, ce qui impose l'isolement et l'identification du champignon par la culture. Donc on va passer à la culture. La culture, le fusarium est isolé facilement en 48 à 72 heures sur le milieu saboureux sans actidione cette fois aussi, sans cycloheximide. Donc actidione à 30 à 35 degrés Celsius. On a l'aspect macroscopique des colonies, c'est-à-dire qu'il fait un chauffe-eau les colonies bleu-nu. Les colonies possèdent souvent de couleurs vives, mauve à orange, associées ou non à des pigments diffusibles. Donc des fois on a les pigments diffusibles, des fois non. Le quinquanon on a rouge brique vert brun foncé. L'aspect microscopique, c'est-à-dire le microscope, on va identifier l'espèce qui sera reposée ensuite sur le mode de conidiogenèse et sur l'aspect des conidies parce que c'est le plus important. Mais toutefois, ça sera souvent difficile, d'où le recours à la biologie moléculaire. Donc même la culture, c'est difficile, donc on passe à la biologie moléculaire. Pour la biologie moléculaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à la spectrométrie de masse, dia Malditov, qui permet l'identification des principales espèces pathogènes. Ou le PCR, le séquençage direct de régions nucléotidiques est également recommandé. Donc, biologie moléculaire ou PCR. Remarque, il n'y a pas de sérologie à la recherche de l'antigène galactomanam sur le sérum est souvent positif. Donc, ma cache sérologie, les fusarios, parce que la recherche de l'antigène galactomanam sur le sérum, il est souvent positif. Pourquoi? Parce qu'on a des réactions croisées avec l'aspergillose et qu'on a dit qu'ils se ressemblent vraiment, donc ils ne vont pas faire la différence pénatome. Ainsi que la recherche d'antigène bêta-D-glucane. Donc pour le traitement, quand on a des kératites, ça se traite blanphotéricine B et le voriconazole en topique ou par voie systémique. Également, on a la natamycine, macrolide polyens et ça s'utilise en suspension à 5%. Et quand on a des onychomycoses, la meilleure stratégie consistait à associer un vernis de cyclopyrox à 8% ou la terbinafine par voie topique après avulsion de l'angle. Avulsion de l'angle, c'est-à-dire on a carrément l'angle et on va mettre le vernis et tout. Et pour les atteintes cutanées, la chirurgie doit être discutée au cas par cas pour réaliser un débridement cutané ou un drainage de sinus. Donc il faut faire une ablation des tissus nécrotiques qui sont nécrosés, donc il faut les enlever par chirurgie. Pour les infections invasives, les recommandations en 2014 placent le voriconazole en première ligne après l'amphotéricine B. Donc on a l'amphotéricine B et voriconazole. Et comme ça, nous sommes arrivés à la fin du cours. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je voulais juste vous dire qu'il y a le résumé de Amina HRC que vous allez trouver dans le groupe Facebook. Il est très bien. Il résume le cours officiel. Donc, je vous souhaite bon courage.